Ce soir, nous glissons ensemble encore plus lentement, encore plus doucement, encore plus profondément à travers l'espace infini, rythmé par de longues pauses, un silence profond et d'innombrables instants de pure contemplation. Un voyage qui ne débute pas par un fracas retentissant, ni par un cri dramatique, mais par une quiétude absolue, presque tangible, qui s'étend comme un manteau noir et doux sur toute chose. Non pas le silence apaisant d'une soirée sans vent sur Terre, ni le murmure rassurant d'une forêt lointaine, mais une parfaite mutuité cosmique, où le moindre son, la plus légère pensée, se perd dans l'immense voile noir de l'espace et du temps. Là, dans cette vacuité profonde, flotte uniquement la lumière calme, patiente, infatigable, porteuse des souvenirs ancestraux des toutes premières explosions de l'univers, de ces naissances grandioses d'étoiles qui jadis s'embrasèrent dans une splendeur flamboyante, pour s'éteindre après des milliards d'années, et de l'inimaginable solitude de milliards et de milliards d'années durant lesquelles aucun souffle, aucun murmure, pas même le plus infime frémissement de vie ne se fit entendre. Lorsque, par une nuit claire, vous levez les yeux vers le ciel, loin des lumières des villes, dans un coin reculé du monde où les étoiles brillent encore de leur éclat véritable, ces innombrables points lumineux ne sont pas de simples soleils éloignés. Non, ils sont bien davantage. Ils sont le chuchotement d'un passé inconcevablement lointain, des messagers d'époques bien antérieures à notre existence, les derniers témoins d'événements qui ont façonné l'univers il y a des milliards d'années. Chacune de ces milliards de soleils possède ses propres mondes, ses propres planètes, qui glissent comme des feuilles sur un courant invisible et sans fin à travers l'obscurité, se croisant, se frôlant, s'évitant à jamais. Et dans un recoin minuscule, presque invisible de ce courant immense et incompréhensible, flotte un grain de poussière, à peine perceptible, à peine mesurable, un petit point bleu que nous nommons Terre. Sur ce grain de poussière, une espèce fragile et minuscule a commencé non seulement à exister, non seulement à survivre, mais à écouter. Les humains, ces étranges créatures qui, au milieu du chaos de poussière, de gaz et d'énergie, au cœur des lois brutales de la physique, ont développé la capacité de rêver, d'aimer, de craindre, et surtout, de s'interroger, ont un jour levé la tête, regardé l'obscurité et posé une question qui semble si simple, mais qui touche au plus profond de l'âme de l'univers. Y a-t-il quelqu'un là-dehors? Cette question n'est pas seulement une curiosité scientifique, pas seulement un élan religieux, pas seulement un énigme philosophique. Non, elle est l'écho le plus ancien, le plus originel, qui résonne dans les cœurs de toutes les cultures, de tous les peuples, de toutes les époques. C'est le cri d'un enfant dans l'obscurité, qui espère qu'une voix répondra quelque part. Ainsi, nous, les humains, avons envoyé de petits vaisseaux spatiaux fragiles dans le froid de l'espace, chargés de musique, d'images, de langues, de formules mathématiques, de fragments de notre âme, de tout ce qui nous définit. Aujourd'hui, ces messagers errent dans le vide glacial, bien au-delà de la lumière de notre soleil, plus loin qu'aucun humain n'a jamais voyagé, tels des lettres flottant dans un océan sombre et sans rivage, sans savoir si elles seront jamais lues. Pourtant, plus de 40 années se sont écoulées, 40 longues années de silence. Et malgré toute notre technologie, malgré toute notre espérance, malgré tous nos efforts, aucune réponse n'est revenue. Aucun signal, aucun écho, aucun murmure venu du lointain. Dans l'immensité du cosmos, où la lumière met des millions, voire des milliards d'années à parcourir d'un point à un autre, où les distances sont si vastes qu'elles dépassent notre imagination, ce silence semble revêtir un poids particulier, presque palpable. Comme si l'espace lui-même hésitait, comme si l'univers n'était pas encore prêt à répondre, comme s'il retenait quelque chose, comme s'il attendait. Y a-t-il vraiment personne là-dehors? Ou bien l'univers murmure-t-il constamment, mais d'une voix si subtile, si fine, si étrangère que nous ne pouvons l'entendre avec tous nos instruments, tous nos télescopes, tous nos supercalculateurs? Si, ce soir, en cet instant, vous fermez les yeux, respirez profondément et ressentez encore l'écho de cette unique question en vous: a-t-il quelqu'un là-dehors? Laissez-la vous bercer doucement vers le sommeil, comme une mélodie lointaine chantée par les étoiles elles-mêmes, comme une berceuse faite de lumière et d'obscurité. Car peut-être, quelque part dans un autre recoin de l'univers, dans une autre galaxie, sur une autre planète, quelqu'un, en cet exact moment, lève les yeux vers le ciel et se pose la même question. Peut-être ne sommes-nous pas seuls dans notre aspiration. Peut-être partageons-nous cette solitude avec d'innombrables autres. Et si ce voyage lent et méditatif à travers l'espace apaise votre esprit, ralentit les battements de votre cœur, vous laisse glisser dans l'obscurité sans besoin de rêver, sans besoin d'autre chose que ce silence, alors veuillez, je vous en prie, laisser un j'aime, vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Cela aide non seulement à propager ces récits calmes et profonds dans le monde, dans un univers souvent si bruyant,
si frénétique, si oppressant, mais cela aide aussi d'autres âmes en quête à trouver un lieu de repos, un refuge dans la longue et froide nuit du cosmos. Et avant que vous ne vous endormiez lentement, avant que vous ne vous laissiez tomber dans l'obscurité, permettez-moi de vous poser une petite question personnelle. De quel endroit du monde écoutez-vous en ce moment? Est-ce au cœur de la nuit à Saigon, où les rues brillent encore des lueurs du jour? Où l'aube pointe-t-elle sur les Alpes, sur New York, sur Tokyo, sur le Cap? Inscrivez-le dans les commentaires. J'aime voir ces petits points lumineux des humains du monde entier qui, dans la même nuit, sous le même ciel, dans le même univers, écoutent. Où que vous soyez, quelle que soit la distance, je vous souhaite une nuit paisible et reposante. L'univers continue de glisser, implacable, infatigable, et vous êtes là, calme, éveillé, vivant, au milieu des innombrables étoiles scintillantes. Nous remontons aux années 60 du XXe siècle, une époque où le monde était encore prisonnier du rythme fiévreux de la guerre froide, où les superpuissances s'affrontaient dans une course haletante vers le ciel, où des fusées décollaient, où naissaient les rêves d'alunissage et où l'avenir brillait comme une promesse radieuse à l'horizon. Pourtant, loin de tout ce vacarme, dans une petite salle discrète de l'université Cornell à Ithaca, dans l'État de New York, un homme nommé Frank Drake, scientifique discret et réfléchi, alignait une immense antenne radio circulaire sur les étoiles. Cette antenne, de 26 mètres de diamètre, se dressait à l'observatoire de Green Bank, niché dans les douces collines des Appalaches, à l'abri des interférences, loin du monde. Drake baptisa son expérience projet Ozma, un nom évoquant le monde enchanté d'Oz, une réalité lointaine et inconnue. Et c'était précisément cela, la toute première tentative systématique de l'humanité pour détecter une vie intelligente au-delà de la Terre. L'antenne ne visait pas des nations hostiles, ni des cibles militaires, mais deux étoiles semblables au Soleil, Tau Ceti et Epsilon Eridani, distantes d'environ 11 années-lumière, situées dans les constellations du Cygne et de la Vierge. Drake écoutait sur une fréquence précise, 1420 MHz. Il s'agit de la fréquence à laquelle les atomes d'hydrogène, l'élément le plus abondant dans l'univers, émettent un rayonnement caractéristique. Cette fréquence est si fondamentale, si universelle, que toute civilisation intelligente souhaitant émettre un signal la choisirait probablement. C'était comme laisser une carte de visite cosmique. Nous sommes ici. Nous entendez-vous? Jour après jour, nuit après nuit, l'antenne pivotait lentement sous le ciel étoilé, captant le bruit incessant et monotone du cosmos, le fond diffus cosmologique issu du Big Bang, le sifflement des comètes, le crépitement des nuages de gaz interstellaires, le bourdonnement électronique de galaxies lointaines. Drake, assis dans une petite salle de contrôle entourée d'oscilloscopes, d'enregistreurs à bande et de carnets de notes, attendait. Il savait que la probabilité de succès était infime, presque nulle. Pourtant, heure après heure, il notait chaque anomalie, chaque signal inhabituel, chaque infime déviation dans le bruit. Car dans ce silence interminable et harassant, il ressentait quelque chose de plus grand qu'une simple espérance. Il ressentait une obligation. Une devoir moral, presque spirituel. Le devoir d'écouter. Car si l'univers devait vraiment rester muet, si personne n'était vraiment là dehors, cela ne devait pas être parce que nous n'avions pas écouté. Le silence ne pouvait être la réponse définitive. Pas pour Frank Drake. Pas pour l'humanité. Au même moment, dans un autre coin du monde, en Californie, un jeune astronome nommé Carl Sagan contemplait le ciel nocturne et rêvait non seulement d'écouter, mais d'émettre. Pour lui, la Terre n'était pas seulement une petite planète, mais un enfant curieux, courageux, solitaire, qui se tient sur une immense place de marché obscur et lance le premier appel. Sagan était convaincu, si la vie intelligente est vraiment répandue dans l'univers, il doit exister un langage universel transcendant toutes les barrières, celles du temps, de la culture, de la biologie, de la distance. Et ce langage ne pouvait être que celui de la science et des mathématiques. Les lois immuables de la physique, les constantes de la nature, les nombres premiers, le nombre pi, la structure de l'atome d'hydrogène, voilà les seules choses que toute espèce intelligente, où qu'elle soit, quand qu'elle soit, devrait comprendre. De cette conviction naquirent les projets les plus audacieux de l'humanité. Le 16 novembre 1974, depuis l'observatoire d'Arecibo à Porto Rico, une message binaire fut envoyé dans l'espace 1679 bits soigneusement agencés, contenant des images d'humains, du système solaire, de la double hélice de l'acide désoxyribonucléique, de formules chimiques et de notre technologie. La cible, l'amas globulaire M13, à 25 000 années-lumière, comptant plus de 300 000 étoiles.
Le message mettra 25 000 ans à parvenir à destination. Et si quelqu'un répond, il faudra encore 25 000 ans pour que nous entendions quelque chose. 50 000 ans pour un « bonjour ». Un salut qui transcende les limites de la foi, de l'espérance et de l'imagination. Une promesse envers nous-mêmes, nous ne craignons pas le silence. 3 ans plus tard, en 1977, 2 sondes spatiales furent lancées, Voyager 1 et Voyager 2. Carl Sagan et son équipe placèrent à bord de chacune un disque d'or, une plaque de cuivre plaquée or de 30 cm, sur laquelle les sons de la Terre étaient gravés pour l'éternité. On y trouve le grondement d'un orage, le bruissement de l'océan, le gazouillis des oiseaux, le rire d'un enfant, les pleurs d'un bébé, des salutations en 55 langues de l'acadien au vous, de la musique de Bach, Beethoven, Mozart, des sons traditionnels du Pérou, de l'Inde, de l'Afrique, et même un morceau de Chuck Berry. S'y ajoutent des images, un humain levant la main, un éléphant, un coucher de soleil, un supermarché, un violon, un diagramme du système solaire. Une capsule temporelle. Un portrait de l'humanité. Une lettre d'amour à l'inconnu. Nul ne sait si ce disque sera jamais découvert. Si un être le prendra un jour en main, le fera tourner, entendra les sons, verra les images. Mais c'est précisément cela qui le rend si puissant. Cet acte envoyé, partagé, espéré a rendu l'humanité unique. Nous sommes les seuls êtres dont nous ayons connaissance à dire « bonjour » avant que quiconque ne réponde. Nous sommes ceux qui crient dans l'obscurité sans savoir si quelqu'un écoute. Au cours des décennies suivantes, l'idée de Drake et Sagan devint un réseau mondial coordonné de radiotélescopes. SETI, recherche d'intelligence extraterrestre, vit le jour. Non seulement un projet technique, mais un mouvement philosophique. Une profession de foi. Écouter est l'expression suprême de l'intelligence. Aujourd'hui, des télescopes à Arecibo, Green Bank, Park, Mercaate, FAST et en bien d'autres lieux scrutent des millions de fréquences, des milliards d'étoiles, des milliards de bits de données. Des supercalculateurs analysent des téraoctets d'informations chaque seconde. Et des milliers de volontaires à travers le monde mettent la puissance de calcul de leurs ordinateurs personnels à disposition, un réseau invisible et mondial d'humains accomplissant tous la même chose. Lever la tête, regarder le ciel et demander « Sommes-nous seuls ?» Pourtant, après plus de 60 ans de recherche intensive, après des millions d'heures d'observation, après des milliards de signaux analysés, rien. Aucun signal confirmé. Aucune structure artificielle. Aucune réponse. Le silence n'est pas seulement présent, il est écrasant. Il a du poids. Il a une présence. Il est comme un mur dressé entre nous et le reste de l'univers. Pour des esprits comme celui de Frank Drake, cela n'était pas un échec définitif. Chaque non-détection enseignait quelque chose de nouveau, sur les limites de notre technologie, sur les interférences cosmiques, sur la patience inouïe requise face à l'infini. Lorsque Carl Sagan fut un jour interrogé sur sa croyance en une vie extraterrestre, il sourit, s'adossa et déclara « Si l'univers est vraiment infini et il l'est, alors notre solitude serait-elle aussi infinie ?» Et cela me semble totalement illogique. Dans cette phrase réside un paradoxe magnifique. Nous aspirons tant à la compagnie d'autrui que cette aspiration même prouve à quel point nous sommes spéciaux. Car pour poser la question « Sommes-nous seuls ?», il faut d'abord reconnaître que nous existons. Et que nous sommes seuls. Lentement, presque imperceptiblement, la recherche de vie extraterrestre cessa d'être une simple entreprise scientifique. Elle devint un rituel. Un acte de conscience. Une méditation sur l'humain. Lorsque nous envoyâmes les premiers signaux dans l'espace, nous n'envoyâmes pas seulement des données. Nous nous envoyâmes nous-mêmes. Nos peurs. Notre curiosité. Notre espérance. Notre fragilité. Chaque message, chaque vaisseau spatial quittant le Soleil, est un témoignage que la matière, poussière, gaz, énergie peut s'interroger elle-même. Qu'une infime partie de l'univers s'est éveillée et a commencé à s'émerveiller. Ces signaux errent encore à travers le cosmos. Ils traversent d'immenses nuages de poussière, franchissent des régions où la température chute à moins 270 degrés Celsius, où la lumière met des milliers d'années à parcourir une seule lieue. Chaque seconde, Voyager 1 s'éloigne de 17 km du Soleil. Quelque part dans l'obscurité infinie,
Le disque d'or reflète encore la faible lumière d'un soleil lointain, comme une feuille dorée sombrant lentement, infiniment lentement, dans un océan d'étoiles. Ce disque n'a pas besoin de récepteur pour avoir du sens. Son sens réside dans son existence. Dans le fait qu'il a été envoyé. Dans le fait que nous avons osé. Peut-être des civilisations futures, dans des millions ou des milliards d'années, tomberont-elles sur ces anciennes données. Elles ne verront pas seulement une petite planète bleue. Elles verront une espèce qui osa croire qu'elle n'était pas seule. Elles verront une civilisation qui, dans sa brève et fugitive existence, toucha à l'éternel, l'aspiration à la connexion, l'aspiration à faire partie de quelque chose de plus grand. Et si personne ne les trouve jamais, si le disque dérive éternellement dans l'obscurité, cette recherche même prouve que l'humanité a accompli quelque chose d'unique. Nous avons tendu la main vers le vide et déclaré « Nous sommes ici ». Lorsque Frank Drake, par cette nuit froide à Green Bank, éteignit son appareil, il savait n'avoir rien entendu. Aucun signal. Aucun murmure. Seulement le bruit monotone du cosmos. Pourtant, en cet instant, dans ce silence, il ouvrit un nouveau chapitre dans l'histoire de la conscience humaine. Le chapitre de l'écoute cosmique. Peut-être la Terre n'est-elle plus totalement muette depuis cette nuit. Peut-être une petite créature curieuse, parmi des milliards d'étoiles, a-t-elle commencé non seulement à exister, mais à écouter, à espérer, à s'interroger. Nous remontons plus loin encore à l'été 1950, dans la salle à manger du laboratoire national de Los Alamos au Nouveau-Mexique. Le soleil filtre à travers les fenêtres, projetant des bandes dorées sur des piles de papier, des esquisses de bombes atomiques, des notes issues de la Seconde Guerre mondiale tout juste terminées. Un groupe de physiciens est réuni, discute, rit des derniers articles de presse, observations d'objets volants non identifiés, soucoupes volantes, récits d'extraterrestres. Des sujets qui prêtent surtout à sourire. Puis, au milieu d'une phrase, l'un d'eux s'arrête. Enrico Fermi, l'homme qui a cofondé l'ère atomique, qui a permis la première fission nucléaire contrôlée, regarde par la fenêtre vers le désert lointain et dit doucement, presque dans un murmure, si bien que tous se taisent pour l'entendre. Où sont-ils tous? Ces 4 mots, « Where is everybody ?» résonnèrent comme un coup de tonnerre dans le silence. Simples. Brutaux. Implacables. Si la Voie lactée compte des centaines de milliards d'étoiles, si nombre d'entre elles possèdent des planètes dans la zone habitable, si ne serait-ce qu'une infime fraction d'entre elles développe la vie, et une fraction encore plus infime l'intelligence, alors la galaxie devrait déborder de civilisation. Selon les lois de la probabilité, la vie intelligente ne devrait pas émerger une seule fois, ni 100 fois, mais des millions de fois. Et si une civilisation nous devance de quelques millions d'années seulement un battement de cils à l'échelle cosmique, elle aurait déjà colonisé toute la galaxie. Même à des vitesses inférieures à celles de la lumière, des sondes atteindraient chaque recoin de la Voie lactée en quelques millions d'années. Pourtant, que voyons-nous? Rien. Aucune mégastructure, aucune sphère de Dyson, aucun signal artificiel, aucune lumière, aucune sonde. Le ciel est brillant et bruyant en lumière visible, mais absolument muet en matière d'intelligence. Tel est le paradoxe de Fermi. Une question qui met en doute non seulement la physique, mais l'ensemble de l'existence humaine. Des calculs ultérieurs rendirent la situation encore plus dramatique. La Voie lactée seule compte environ 400 milliards d'étoiles et près de 100 milliards de planètes potentiellement semblables à la Terre. La vie est apparue sur Terre environ 300 millions d'années après sa formation, un battement de cils cosmique. Si une civilisation nous devance de 5 millions d'années, elle aurait déjà colonisé la galaxie. Pourtant, les radiotélescopes d'Arecibo à Green Bank, de Parc à faste écoute depuis des décennies, ne captant que le bruit de fond monotone du Big Bang, initié il y a 13,8 milliards d'années. Aucun signal artificiel. Aucune trace de technologie. Aucune sphère de Dyson obscurcissant la lumière d'une étoile. Rien. Le paradoxe de Fermi ouvre un abîme non seulement en astrophysique, mais en philosophie, en théologie, dans l'âme humaine. Si la vie intelligente est vraiment courante, pourquoi tous se taisent-ils? Sommes-nous les premiers? Les tout premiers à contempler l'univers avec des yeux pensants? Ou sommes-nous arrivés trop tard, après la chute d'innombrables civilisations éteintes comme des chandelles au vent?
Certains scientifiques supposent « l'univers est rempli de vie, mais ils ne veulent pas être trouvés ». Le silence est leur stratégie de survie. Comme des animaux dans la forêt retenant leur souffle à l'approche d'un prédateur. D'autres craignent quelque chose de plus sombre. La vie intelligente s'autodétruit. Toute civilisation atteignant les étoiles atteint simultanément la capacité de s'anéantir par la guerre, la catastrophe climatique, l'intelligence artificielle, la pénurie de ressources. L'univers pourrait être un cimetière, rempli de civilisations mortes ayant brillé seulement un instant cosmique. Fermi ne parlait pas de désespoir. Sa question était un coup intellectuel. Un test. Une invitation à penser plus profondément. Elle nous force à nous examiner, à questionner nos hypothèses, à abandonner notre arrogance. Dans les années suivantes, des scientifiques tentèrent de résoudre le paradoxe par les mathématiques. L'équation de Drake vit le jour, une formule tenant compte de facteurs tels que le taux de formation d'étoiles, le nombre de planètes habitables, la probabilité d'émergence de la vie, le développement de l'intelligence et la durée de vie des civilisations. Le résultat dépend des hypothèses, mais même avec des estimations conservatrices, l'équation prédit « l'univers devrait être vivant, rempli de civilisations, et pourtant rien ». Le silence devient le plus grand mystère de la science moderne. Car si l'univers est vraiment vide, alors la Terre n'est pas seulement spéciale. Elle est un miracle. Une aberration statistique. Une unique étincelle de conscience dans un océan d'obscurité. Une seule petite planète, autour d'une étoile ordinaire, dans une galaxie ordinaire, a produit l'amour, l'art, la musique, la philosophie, la science. Cela défie toute probabilité. Et pourtant, cela pourrait être vrai. L'humanité vit dans une solitude cosmique absolue. Physiquement, un paradoxe mathématique. Philosophiquement, un miroir de notre existence. Lorsque Fermi quitta la salle à manger, il ignorait que ces 4 mots laisseraient une cicatrice dans la science. Une cicatrice qui ne guérit pas. Une question qui résonne à travers les décennies, les générations. Où sont-ils tous? Peut-être cette question est-elle une douce mais impitoyable remembrance. L'univers attend peut-être notre réponse. Si personne n'est là dehors, alors notre seule espèce porte la responsabilité de la vie, de l'intelligence, de la beauté de la conscience. Dans le silence de la galaxie, cet écho résonne comme un serment. Un jour, nous n'écouterons plus seuls. Nous sautons au XXIe siècle. Dans des salles de contrôle climatisées, entourées d'écrans clignotants, de serveurs bourdonnants et de milliers de téraoctets de données, l'humanité a commencé à voir l'univers avec des yeux qu'elle a elle-même créés. Le télescope spatial Kepler, lancé en 2009, marqua le début d'une révolution. Il n'observait pas seulement le ciel, il mesurait la lumière de plus de 500 000 étoiles avec une précision incroyable, cherchant de minuscules variations de luminosité causées uniquement par le passage d'une planète devant son étoile. En quelques années, Kepler découvrit plus de 5000 exoplanètes, un chiffre jadis inimaginable, aujourd'hui presque banal. Des planètes orbitant autour de 2 soleils. Des planètes errantes flottant librement dans l'espace, sans étoiles. Des géantes gazeuses incandescentes si proches de leur étoile que leur surface est fondue. Et des mondes rocheux froids, semblables à la Terre, mais plongés dans une obscurité éternelle. Entre eux, un concept revenait sans cesse, la zone habitable. La ceinture étroite autour d'une étoile où l'eau peut rester liquide, où une vie telle que nous la connaissons serait possible. L'humanité commença à compter, à comparer, à rêver. Si la seule Voie lactée compte des centaines de milliards d'étoiles, et si seulement 1% d'entre elles possèdent des planètes dans la zone habitable, et si seulement 1% d'entre elles sont semblables à la Terre, alors des millions, peut-être des milliards de mondes pourraient abriter la vie. Pourtant, Kepler n'apporta que de la lumière. Pas de son, pas de voix, pas de réponse. Puis, en 2021, le télescope spatial James Webb déploya ses miroirs dorés, de 6,5 mètres de diamètre, au-dessus de la Terre, protégés de l'atmosphère, des interférences, de la pollution lumineuse. Webb n'est pas seulement un télescope, c'est une machine à remonter le temps. Il regarde jusqu'aux premières galaxies formées seulement 200 millions d'années après le Big Bang. Il analyse la lumière des étoiles et des planètes, la décompose en spectres, lit la composition chimique des atmosphères, la température, la densité. Ces dernières années,
Webb a détecté sur des exoplanètes lointaines du dioxyde de carbone, de la vapeur d'eau, du méthane, voire des molécules complexes, des molécules produites sur Terre par la vie. Sur la planète K2-18b, à 120 années-lumière, Webb a trouvé en 2023 des traces de diméthylsulfure, un gaz produit sur Terre presque exclusivement par le phytoplancton. Un souffle de vie? Peut-être, mais les scientifiques restent prudents. Il pourrait s'agir d'une coïncidence chimique, d'un artefact, d'un bruit dans l'océan de données. Les chiffres croissent exponentiellement, des milliers de nouvelles exoplanètes chaque année. Pourtant, le silence demeure. Immuable. Impénétrable. À Greenbank, à Park, à Mercaate, à FAST, le plus grand radiotélescope à ouverture remplie du monde, de 500 mètres de diamètre, niché dans une dépression naturelle en Chine, d'immenses antennes balaient le ciel, recevant des pétaoctets de données par an. Ondes radio venues de toutes directions. Bruit cosmique. Éclat de rayons gamma. Interférences satellitaires. Pourtant, peut-être, seulement peut-être, dans ces billions de lignes de données se cache un signal artificiel. Un salut. Un bonjour. Des intelligences artificielles fouillent les données, cherchent des motifs, des anomalies, quelque chose de non naturel. Parfois, un signal clignote, un bref impulse qui suscite l'espoir. Mais après analyse approfondie, seulement un satellite. Un avion. Une erreur de mesure. Le silence triomphe. Toujours. Pourtant, les humains n'abandonnent pas. Ils veillent dans des salles obscures, fixent des écrans, attendent. Ils savent, un infime point de données pourrait tout changer. L'histoire de l'humanité. La définition de la vie. Notre place dans le cosmos. Plus nous découvrons de planètes, plus l'univers semble vide. Kepler et Webb ouvrent des portes sur des milliers de mondes, mais derrière chaque porte, un espace vide. Les astrobiologistes commencent à douter. Notre conception de la vie est-elle erronée? La vie a-t-elle vraiment besoin d'eau? D'oxygène? De carbone? Peut-être vit-elle dans les mers de méthane de Titan, dans les nuages d'acide sulfurique de Vénus, dans les océans de glace d'Europe ou d'Encelade. Peut-être cherchons-nous au mauvais endroit, avec les mauvais outils, avec les mauvaises hypothèses. Certains vont plus loin. Peut-être l'univers ne veut-il pas être compris. Peut-être chaque progrès n'est-il qu'un pas de plus vers l'isolement. Sur Terre, des milliers d'ordinateurs analysent les données de Webb, extraient des spectres, vérifient des signaux, calculent des probabilités. Ces humains travaillent dans le silence. Ils savent qu'ils ne trouveront peut-être rien de leur vie. Et pourtant, ils le font. Comme des ascètes modernes. Comme des veilleurs dans la nuit. Ils ne cherchent pas de récompense. Ils cherchent du sens. Car les données ne sont pas seulement des chiffres. Elles sont le langage de l'univers. Chaque photon, après un voyage de millions d'années jusqu'à un télescope, raconte une histoire. D'un monde peut-être mort depuis longtemps. D'une atmosphère peut-être jamais habitée. D'une étoile explosée il y a des milliards d'années. En déchiffrant ces données, nous ne lisons pas seulement la chimie. Nous lisons le temps. Nous lisons le passé. Nous lisons l'univers tel qu'il était, bien avant notre existence. Dans ce silence, dans cet océan de données, naît une nouvelle ironie. Plus nous voyons, plus nous nous sentons seuls. Plus nous découvrons de monde, plus il devient clair. Nous n'avons encore trouvé personne. Chaque nouvelle découverte est un espace vide supplémentaire. Un nouveau personne. Pourtant, c'est précisément cela qui rend la recherche si puissante. Elle n'est pas seulement science. Elle est un acte de foi. Un acte d'espérance. Un acte d'humanité. Car dans chaque signal que nous envoyons, dans chaque photon que nous recevons, dans chaque hypothèse que nous formulons, nous disons, nous sommes ici. Nous écoutons. Nous n'abandonnons pas. Au XXIe siècle, l'humanité se tient entre deux pôles. Une technologie capable de voir des milliers de mondes, et un silence de plus en plus dense, de plus en plus lourd. De là naît une reconnaissance amère. Plus nous nous approchons de la vie, plus notre fragilité devient évidente. Notre éphémérité. Notre solitude. Peut-être la réponse ultime, si elle vient un jour,
Ne sera-t-elle pas celle que nous attendons? Peut-être dira-t-elle, l'univers n'a pas besoin de vie pour être beau. Peut-être dira-t-elle, vous êtes seul. Peut-être ne dira-t-elle rien. Pourtant, le voyage continue. Derrière chaque impulsion d'onde radio, derrière chaque spectre infrarouge, derrière chaque calcul de probabilité, se tient une foi silencieuse. Le silence peut aussi être une réponse. Que l'univers nous enseigne non seulement à entendre, mais à écouter. Non seulement à chercher, mais à être. Non seulement à questionner, mais à comprendre que la question elle-même est déjà la réponse. Alors que les archives de données débordent, que les télescopes regardent jusqu'aux confins de l'espace et du temps, que nous savons que d'autres mondes existent, une question pèse plus lourd que jamais. Si la vie est courante, pourquoi personne ne se manifeste-t-il? Sous des milliards d'étoiles, aucun signal. Aucun vaisseau. Aucune lumière artificielle. Aucune trace. Ce silence n'est pas un vide scientifique. C'est un abîme philosophique. Au fond de cet abîme gît une idée froide et claire, le grand filtre. Quelque chose empêche la vie de s'étendre. Quelque chose anéantit les civilisations avant qu'elles n'atteignent les étoiles. Le filtre pourrait se trouver devant nous, un obstacle qu'aucune civilisation ne surmonte. Ou derrière nous une barrière ayant éliminé presque tous les mondes avant que la vie n'apparaisse. L'univers n'autorise pas une intelligence durable. Certains voient le filtre dans la probabilité. Des milliards de conditions doivent s'aligner exactement. Une planète doit se trouver dans la zone habitable. Elle a besoin d'une grande lune pour stabiliser son axe. D'un géant comme Jupiter pour protéger des comètes. D'une couche d'ozone. D'un champ magnétique. D'une étoile stable. De milliards d'années sans catastrophe. Une seule erreur, un astéroïde, une supernova, un effondrement climatique et tout s'arrête. La Terre pourrait être un miracle statistique. Un gain à la loterie avec des milliards de zéros. D'autres placent le filtre non au début, mais à la fin. La vie peut être courante, mais l'intelligence s'autodétruit. L'humanité en est le miroir. De l'invention du feu à la bombe atomique, de l'agriculture à la crise climatique, de la médecine à l'intelligence artificielle, chaque progrès porte en lui le potentiel de destruction. Les civilisations créent des outils qui les anéantissent, non par malice, mais par aveuglement. Par orgueil. Par avidité. L'univers pourrait être un cimetière, rempli de civilisations ayant brillé seulement un instant cosmique, comme des étoiles naissant et s'éteignant. Plus sombre encore est l'hypothèse de la forêt sombre, formulée par Liu Cixin et évoquée par Stephen Hawking. L'univers est une forêt obscure et infinie. Chaque civilisation est un chasseur qui se cache. Émettre un signal fait de soi une cible. Dans un cosmos sans loi, aux ressources limitées et aux distances infinies, le silence est la seule stratégie de survie. Si cela est vrai, notre silence perçu n'est pas un hasard. C'est un consensus. Un accord tacite, ne pas être découvert. Peut-être d'autres civilisations nous écoutent-elles, comme nous les écoutons. Peut-être ont-elles capté nos premières émissions radio, les Jeux Olympiques de 1936, la musique des Beatles, les discours de Kennedy, et sont-elles depuis devenues encore plus silencieuses? Cette idée est troublante, car elle fait du silence une mise en garde. Les autres savent-ils quelque chose que nous ignorons? Plus nous plongeons dans ces questions, plus les frontières entre science et philosophie s'estompent. L'intelligence est-elle le sommet de l'évolution ou un détour bref et tragique? La conscience est-elle un don de l'univers ou un fardeau impossible à porter longtemps? La vie est-elle une fleur rare qui s'épanouit un instant avant de faner? Carl Sagan écrivit « Nous sommes la manière dont l'univers se connaît lui-même. » Mais si toutes les civilisations échouent au grand filtre, l'univers s'est regardé dans le miroir et ne s'est pas aimé. Peut-être la conscience n'est-elle qu'une expérience. Une petite vibration dans l'océan de l'entropie. Un bref moment d'ordre avant le retour au chaos. Certains cosmologistes voient les choses autrement. Le grand filtre est derrière nous. La vie a surmonté la phase la plus dure de la chimie à la biologie, de la cellule à l'intelligence. L'humanité pourrait faire partie des premières. Des pionniers dans une galaxie vierge. Où le filtre est devant non comme catastrophe, mais comme transcendance. Les civilisations avancées se dissolvent. Deviant Intelligence Artificial.
Réalité virtuelle. Pure energie. Elles ne s'éteignent pas par guerre, mais par accomplissement total. Toutes ces hypothèses sombres ou pleines d'espoir mènent à la même vérité. Le silence est réel. Il est incontestable. Il est là. Et c'est précisément ce silence qui rend l'humanité plus petite et infiniment plus profonde. Entre les étoiles, où la lumière met des millions d'années à voyager, toutes les civilisations luttent contre le même ennemi, la décroissance. L'énergie s'épuise. Le temps ne s'arrête pas. L'entropie croît. Le vrai filtre est peut-être la nature même de l'univers, une machine froide et inexorable tendant vers la mort thermique, où tout ordre, toute structure, toute conscience retombe dans le chaos. La vie est engloutie par l'indifférence du cosmos. L'humanité, avec tous ses rêves, ses peurs, ses questions, n'est qu'une lumière fragile dans cette obscurité. Une étincelle qui sait qu'elle s'éteindra et qui pourtant brille, car cet instant a du sens. Dans le silence du ciel, peut-être n'y a-t-il personne là-dehors, où toutes les civilisations regardent le vide comme nous, avec la même question, la même peur, la même espérance. L'univers se tait. Pourtant, dans ce silence ne résonne pas l'absence de vie, mais la présence de l'existence. La plus grande chose que la vie ait jamais accomplie fut de s'interroger. Après des décennies de recherche, alors que les télescopes regardent jusqu'aux confins de l'espace et du temps, que nous voyons les premières galaxies nées seulement 200 millions d'années après le Big Bang, nous n'entendons qu'une chose, le silence. Un silence dense, lourd, presque tangible, qui s'étend comme un manteau sur tout l'univers. Pourtant, l'imagination humaine n'abdique pas. Elle tisse des hypothèses, des possibilités, des échappatoires philosophiques pour combler le fossé entre « possible » et « jamais vu ». L'idée la plus audacieuse vient de la physique quantique et de la cosmologie, la théorie des multivers. À chaque fluctuation quantique, à chaque décision, un nouvel univers se sépare. Il existe d'innombrables mondes parallèles. La vie n'est peut-être pas rare, elle est simplement enfermée dans d'autres univers, inaccessibles pour nous. Notre solitude n'est pas le vide, mais l'abondance. Trop de mondes pour qu'ils se rencontrent. Une autre idée est plus froide, plus technique, l'hypothèse de la simulation. Si l'univers suit des lois mathématiques, si chaque mouvement de particules est calculable, la réalité pourrait être un immense système informatique. Nick Bostrom-Arg. Des civilisations avancées pourraient simuler le passé avec des planètes, des êtres, des pensées, indiscernables du réel. Alors, la probabilité de vivre dans une simulation est bien plus élevée que dans la réalité originelle. Le silence ne serait pas une preuve de solitude, mais une limite du code source. Les étoiles lointaines ne seraient que des décors non rendus. Plus simple, mais non moins cruel, l'hypothèse de la rareté. La Terre est une exception presque impossible. La vie complexe nécessite non seulement une zone habitable, mais une chaîne de hasards, une grande lune, Jupiter comme bouclier, une couche d'ozone, un champ magnétique, des milliards d'années de stabilité. Une seule erreur, et tout s'arrête. L'univers n'est pas hostile, seulement indifférent. Nous sommes une vague rare dans un océan de probabilités. Tous ne croient pas au hasard. L'hypothèse du zoo. Des civilisations avancées connaissent la Terre, mais n'interviennent pas. Elles nous observent comme des animaux dans une réserve. Lescent pusser, trebucher, apprendre. Nos signaux ont été reçus, mais la réponse est un silence délibéré. Le message le plus profond du cosmos. Chaque hypothèse révèle une facette de notre isolement. Multivers, séparés d'autres versions de nous-mêmes. Simulation, non réel, seulement code. Rareté, un miracle solitaire. Zoo, observé dans une cage cosmique. Tout tourne autour d'une aspiration, nous voir dans l'autre. Non pour trouver la vie, mais pour prouver que l'existence a un sens. Que la conscience n'est pas un hasard. Que l'univers n'est pas un écho froid et vide. Dans les nuits où James Webb envoie des images infrarouges de galaxies à des milliards d'années-lumière, nous ne voyons pas d'autres. Peut-être des milliers de civilisations ont-elles existé, aimé, rêvé, désespéré, disparu. Ou peut-être n'y en a-t-il jamais eu, et l'univers est une scène pour un unique public, l'humanité. Pourtant, peut-être n'avons-nous pas besoin de réponses absolues. Dans la recherche, dans la poursuite de chaque point lumineux,
se manifeste le plus profond de la vie, l'aspiration à surmonter la solitude. C'est pourquoi nous levons les yeux, construisons des télescopes, envoyons des sondes dans des régions distantes de siècles. L'univers peut ne jamais répondre. Pourtant, dans chaque signal, chaque photon, chaque hypothèse, nous écrivons. Même dans l'obscurité, nous cherchons la lumière. Car c'est dans l'obscurité que l'existence devient claire. Et peut-être cet instant précis, lorsque nous regardons le néant et que le néant nous regarde en retour, est celui où l'univers, à travers des yeux humains, se reconnaît lui-même. Dans l'obscurité infinie du cosmos, l'humanité a appris à écouter. Non avec des oreilles, mais avec des machines, des outils nés de l'intelligence, de la curiosité et de l'aspiration. Chaque télescope, chaque antenne est un organe sensoriel artificiel étendant l'humanité au-delà de la Terre. Dans le désert sec de l'Atacama, les paraboles blanches du projet ALMA pointent vers le ciel. Elles captent les fréquences froides du gaz et de la poussière, traces de planètes naissantes, de germes de vie anonymes. Chaque vibration est un faible souffle de l'univers primordial. À l'observatoire FAST en Chine s'ouvre un œil géant dans le sol 500 mètres de diamètre, le plus grand radiotélescope à ouverture remplie du monde. Il observe les pulsars, les quasars, les sursauts de rayons gamma et cherche des signaux artificiels. Dans le silence des montagnes, c'est une oreille immense pour les sons cosmiques. Dans le sud émerge le Square Kilometre Array, SKA, le plus grand projet radio de l'histoire. Des milliers d'antennes sur des continents formeront un champ de miroirs invisibles d'1 km². Il recevra de la lumière partie il y a des milliards d'années. SKA sera si sensible qu'il pourrait détecter un équivalent d'Arecibo de l'autre côté de la Voie lactée. James Webb observe les premières galaxies, âgées de plus de 13 milliards d'années. Par spectroscopie, il lit les atmosphères de planètes à des dizaines d'années-lumière. Un déséquilibre de méthane, d'oxygène et d'ozone serait la première preuve. Nous ne sommes pas seuls. TESS recherche des exoplanètes semblables à la Terre. LUVOIR et ABEX imageront directement des planètes, points bleus, océans, nuages. Pourtant, plus de données, plus le silence résonne. Des milliards de gigaoctets d'ondes radio, des millions d'heures d'observation, des milliers de faux signaux. Une pensée vague s'insinue. L'univers parle-t-il une autre langue? Peut-être les civilisations communiquent-elles non par ondes radio, mais plus subtilement par ondes gravitationnelles, par neutrinos, par conscience synchronisée. Nous pourrions être entourés de voix, sourds comme dans un concert. Pourtant, l'humanité n'abandonne pas. Dans la recherche réside quelque chose de sacré. Chaque télescope lancé est un symbole. La connaissance nous relie à l'infini. Même sans résultat, écouter est une profession de foi. Nous n'acceptons pas le silence. Dans des centres de données froids, des algorithmes d'intelligence artificielle traquent des motifs non naturels. Peut-être, en cet instant, dans des milliards de lignes, un infime impulse. S'il est reconnu, il change tout. Des scientifiques veillent des nuits entières, fixent des cieux immuables car ce silence est temporaire. La vie est née ici, donc ailleurs aussi. C'est une question de temps. L'humanité regarde, écoute, espère encore. Dans chaque puce, chaque photon réside le rêve originel, briser la frontière entre connu et inconnu. Ces outils prolongent un instinct ancestral, ne jamais vouloir être seul. L'univers peut se taire, mais pas l'humanité. Le bruit de nos efforts, signaux, mesures, questions est la réponse au vide. Nul ne sait si quelqu'un écoute. Mais si oui, FAST, SKA, Webb, LUVOIR sont les premiers fils d'un pont entre deux solitudes. Et si ce pont naît d'un infime signal, l'univers parlera enfin. Dans la nuit infinie du cosmos, la Terre flotte comme un grain de poussière bleu pâle fragile, solitaire, une infime étincelle dans l'immensité noire s'étendant sur des milliards d'années-lumière. De loin, au-delà de l'orbite de Neptune, où même le Soleil n'est plus qu'une étoile faible parmi d'innombrables autres, notre planète disparaît presque entièrement dans l'obscurité, un point à peine perceptible tournant dans le froid du vide. Pourtant, précisément en ce point pulse quelque chose d'inconcevable, la vie. La conscience. Une espèce qui non seulement respire, mais pense, sent, aime, souffre, rêve et surtout s'interroge. De ce grain de poussière, nous avons appris non seulement à voir les étoiles, mais à les lire, à déchiffrer leurs secrets, à raconter leurs histoires.
Nous avons construit des télescopes regardant jusqu'aux limites de l'espace et du temps, envoyé des sondes dans le vide glacial, émis des signaux dans l'obscurité, tout dans l'espérance silencieuse et tenace qu'un écho retentisse quelque part, qu'une autre voix réponde « Nous sommes ici ». Pourtant, après toutes ces décennies, après toutes les milliards d'heures investies, après tous les téraoctets de données traversant nos machines, la réponse fait défaut. Le silence n'est pas seulement là, il est omniprésent, un manteau d'absence absolue couvrant tout l'univers observable. Il n'est pas un espace vide, mais une présence, une force nous contraignant à nous regarder en face. Dans ce silence ne réside pas le désespoir, mais une reconnaissance profonde et méditative. Peut-être la plus grande découverte n'est-elle pas de trouver un autre, mais de comprendre profondément notre propre existence. Peut-être la question « Sommes-nous seuls ?» n'est-elle pas faite pour être répondue, mais pour nous maintenir éveillés, pour nous rappeler que nous, au milieu de l'indifférence froide du cosmos, sommes quelque chose d'unique, des êtres capables de ressentir l'infini et pourtant de continuer à vivre. Carl Sagan dit un jour « Nous sommes la manière dont l'univers se connaît lui-même ». Dans ces mots réside une vérité profonde, au-delà des télescopes et des équations. Car si l'univers est vraiment vide, si nous sommes les seuls à avoir jamais questionné, aimé, pleuré, ri, composé de la musique, créé de l'art, nommé des étoiles, alors notre existence porte une responsabilité plus grande que toute galaxie. Nous ne sommes pas seulement un phénomène biologique. Nous sommes la conscience du cosmos. L'étincelle issue de milliards d'années de chaos et de hasard, pour dire « je suis ». Et dans ce « je suis » réside toute la beauté, toute la tragédie, toute la sainteté de l'être. Voyager 1, notre messager silencieux, continue de dériver dans l'obscurité, à plus de 24 milliards de kilomètres de la Terre, un petit point de métal et de mémoire s'éloignant de nous à chaque seconde. Son disque d'or, cette petite plaque plaquée or portant les sons de la Terre, est peut-être l'artefact le plus puissant que l'humanité ait jamais créé. Non parce qu'il doit être trouvé, mais parce qu'il existe. Parce que nous l'avons envoyé. Parce que nous, dans toute notre fragilité, dans toute notre brièveté, avons créé quelque chose qui survivra plus longtemps que notre civilisation, que notre soleil, que la Voie lactée elle-même. Ce disque n'est pas un appel au secours. C'est une lettre d'amour. Un testament. Un murmure dans l'éternité. Nous étions ici. Nous avons vécu. Nous avons ressenti. Et peut-être, seulement peut-être, sera-t-il un jour découvert. Peut-être un être que nous ne pouvons même pas imaginer prendra-t-il ce disque, le fera tourner et entendra les sons, le bruit d'un océan, le rire d'un enfant, la mélodie de Beethoven, le murmure en 55 langues. Peut-être s'arrêtera-t-il, lèvera-t-il la tête et regardera-t-il son propre ciel. Peut-être posera-t-il la même question que nous. Et en cet instant, séparés par des millions d'années-lumière et des milliards d'années d'évolution, deux solitudes se toucheront. Deux consciences se reconnaîtront. Deux étincelles deviendront un feu. Ou peut-être le disque ne sera-t-il jamais trouvé. Peut-être dérivera-t-il éternellement dans l'obscurité, une feuille dorée dans un océan d'étoiles, un témoin muet de notre existence. Et pourtant, précisément dans ce silence réside sa puissance. Car le fait que nous l'ayons envoyé, que nous ayons osé, que nous ayons dit « bonjour », malgré l'écrasante probabilité de la solitude, fait de nous quelque chose de plus grand que de la simple matière. Nous sommes ceux qui ont tendu la main vers le vide et déclaré « nous sommes ici ». Nous sommes ceux qui n'ont pas accepté le silence, mais l'ont transformé en question. Et précisément cette question, Y a-t-il quelqu'un là-dehors ? Est le plus grand don que l'univers ait jamais reçu. Car dans cette question réside tout, notre curiosité, notre espérance, notre peur, notre amour, notre capacité à regarder au-delà de nous-mêmes. Dans cette question réside l'essence de ce que signifie être humain. Et tant que nous questionnons, tant que nous écoutons, tant que nous envoyons, tant que nous espérons, tant que nous ne sommes pas vraiment seuls. Pas vraiment. Car en chacun de nous, dans chaque battement de cœur, dans chaque regard vers le ciel nocturne, cette aspiration vit encore. Elle nous relie non seulement aux étoiles, mais à tous ceux qui ont vécu, à tous ceux qui ont questionné, à tous ceux qui ont espéré. Si maintenant, en cet instant, vous fermez les yeux et écoutez dans l'obscurité, non avec les oreilles, mais avec le cœur, vous le sentirez peut-être, ce silence n'est pas vide. Il est plein. Plein de possibilités. Plein d'histoires jamais contées.
Plein de monde que nous ne foulerons jamais. Plein de vie qui, peut-être quelque part, respire, aime, questionne. Et lorsque demain vous vous réveillerez, lorsque vous regarderez à nouveau le ciel, faites-le avec cette certitude. Vous faites partie de quelque chose de plus grand. Vous faites partie de ce voyage. Vous faites partie de ce murmure. La terre continue de tourner. Les étoiles continuent de briller. L'obscurité demeure. Pourtant, dans cette obscurité brille une petite lumière bleue, notre lumière. Et tant que cette lumière brûle, tant que nous questionnons, tant que nous écoutons, tant que nous espérons, l'univers ne sera jamais vraiment silencieux. Car nous sommes sa voix. Nous sommes son écho. Nous sommes son chant. Merci de m'avoir écouté. Merci d'être parti de ce voyage. Merci d'avoir comme des milliards avant vous et, espérons-le, des milliards après vous levé la tête et demandé « Y a-t-il quelqu'un là-dehors » Dans la nuit infinie du cosmos, le plus grand miracle n'est pas la réponse. C'est que nous questionnions encore. C'est que nous espérions encore. C'est que nous sommes encore. Bonne nuit, mon ami. Dormez paisiblement. L'univers veille sur vous. Et quelque part, dans un autre recoin de l'obscurité, quelqu'un veille peut-être sur vous.